Jour important, plateau presque particulier. Aujourd'hui, mercredi 8 mars 2023, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons obtenu de nombreux acquis depuis plus d'un siècle, mais beaucoup reste à faire pour améliorer l'égalité des chances et les conditions de la femme. Nous allons pour cette première partie de l'émission échanger sur quelques points d'avancée des droits de la femme. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés Isabelle Vauvor. Salut Edith. Comment tu vas? Salut chez vous. Super bien. Génial, tu es toute magnifique comme d'habitude. Merci beaucoup, comme toi. Merci. Mélissa Djedje. Bonsoir Edith. J'adore ta tenue. Franchement, le tissé, il est magnifique. Franchement, moi aussi, je l'adore cette tenue. Et on a une invitée avec nous qui s'appelle Marlise Aimé-Conan, qui est journaliste engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Bonsoir Marlise. Bonsoir Edith, bonsoir à tous et à Bienvenue. toutes. Merci. Alors, je vais vous demander votre journée du 8 mars. Comment elle s'est passée? Déjà Marlise. Ben, elle se passe bien. Des messages. Quel genre de message? Je sais à quoi m'attendre déjà. Du genre bonne fête. Et à moi de répondre que c'est pas une fête. Exactement. Voilà. C'est une journée pour revoir ce qu'on a fait qu'on a mené comme action en faveur de nos droits, des droits de la femme. Exactement. L'année dernière, nous sommes en 2023. Qu'est-ce que nous avons fait en 2022? C'est une sorte de bilan que nous faisons le 8 mars. Et ce n'est pas une fête. Tu es d'accord que ce n'est pas une fête? Absolument. Moi, ma journée d'aujourd'hui, classique, normale, mais éventuellement, j'ai eu également beaucoup de messages de bonne fête. J'aimerais en tout cas m'insurger contre... Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange? Non, mais parce qu'en fait, c'est une journée de réflexion qui nous permet en fait de faire le suivi, évaluation de ce qu'on a eu à réaliser jusqu'aujourd'hui, le parcours par lequel toutes les femmes sont passées pour en arriver là aujourd'hui. Donc en fait, qu'on puisse reconnaître nos droits, oui, mais j'aimerais en tout cas qu'à l'avenir, on ne puisse plus avoir de journée 8 mars comme aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint l'égalité parfaite, même si elle n'existe pas, mais en tout cas, on n'a pas encore atteint cette égalité homme-femme. Voilà. C'est radical, hein? C'est ton oui, point un de peu, vue. mais c'est mon point de vue, voilà. Mais c'est radical. J'imagine toutes les Moi, femmes je qui vais regardent. édulcorer quand même. Parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas une fête, mais je pense que l'intention, elle est bonne de dire qu'on célèbre les acquis, même s'il reste Beaucoup à faire. beaucoup à faire. Exactement. J'assume que c'est l'intention derrière. Donc, il ne faut quand même pas oublier, parce que même en célébrant les acquis, c'est qu'on se rappelle que c'est des acquis. Et puis, on l'a vu aux États-Unis ou ailleurs, des acquis peuvent très vite être repris également. Être perdu, totalement. Donc, c'est vrai que ça part d'une bonne intention, ce bonne fête qu'on reçoit. Même j'en ai reçu à la boulangerie ce matin. Au début, j'ai tiqué, et puis je me suis dit non, ça ne sert à rien. C'est que c'est la fête, on célèbre les acquis et tout. Mais c'est surtout d'expliquer aux gens, en fait, de comprendre que c'est pas la fête des mères, c'est pas la fête des femmes, c'est pas la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. Ni la fête des mères. Ou la fête des mères, comme je l'ai dit. C'est vraiment la journée internationale des droits, en tout cas de la reconnaissance des droits de la femme et de tout ce qui a été fait comme combat. Et parlant d'acquis, la Côte d'Ivoire est vraiment en avance sur ce point. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été mises en place. Il y a eu beaucoup de lois également ces dernières années qui ont été votées. Et selon vous, quelle est celle qui vous a le plus marqué jusqu'à présent en termes d'innovation, en termes de changement, par exemple? Isabelle? Je ne dirais pas celle qui m'a le plus marquée, mais je vais parler de la plus récente, notamment celle sur le mariage, parce qu'il y a eu une évolution donc, au niveau des acquis du mariage. Et je prends par exemple le cas de l'âge qui a été harmonisé. Avant, par exemple, l'homme pouvait se marier à 20 ans révolus, la femme 18 ans accomplis. Aujourd'hui, c'est 18 ans tous les deux, 18 ans révolus tous les deux. Il y a également le fait de pouvoir porter le nom de son mari, qui aujourd'hui a été harmonisé également. Donc on porte son nom de jeune fille, épouse, le nom du mari par exemple. Et il y a énormément en fait de choses comme ça qui ont été implémentées. Et moi, j'aimerais saluer en tout cas les efforts de l'État. Vous pensez que ça a pris du temps pour obtenir ces acquis ou c'est la suite normale des choses? Et Mélissa? Moi, je pense que ça a pris du temps. Après, si on nous compare peut-être à nos voisins, on est en avance. Mais on est certes sur le continent africain, mais le continent africain fait partie du monde. Bien Donc, sûr. Je pense qu'il y a des pays qui sont plus en avance sur certains sujets.
notamment justement l'égalité des genres sur certains sujets. Moi, je pense qu'il faut saluer, je pense que moi, la réforme, moi, qui m'a le plus marquée, c'est sur les droits de succession. Oui, très Parce que je important. pense que c'est cette réforme-là c'est une des réformes qui protège la femme mariée dans la succession. Donc, oui, c'est important de garder son nom, c'est important. Je pense que même dans les réformes, ils ont parlé même, maintenant, les enfants ont le droit d'avoir les 2 noms. Exactement. Donc, oui, il y a des réformes, mais pour moi, elles restent un peu, certaines des réformes restent de forme. C'est-à-dire que ça ne change pas fondamentalement, ce n'est pas une protection. Donc, pour moi, la réforme qui m'a le plus marquée, je dirais, c'est le droit de la succession où la femme est beaucoup plus protégée dans la succession légale. Marlise, en termes d'évolution, en termes d'avancée, on parle également de loi sur les violences basées sur le genre. Ouais. Il y a eu également la pénalisation, en tout cas le viol maintenant est qualifié de crime. Et il y a eu également d'autres avancées qui permettent aux femmes malheureusement victimes de violences basées sur le genre de pouvoir être mieux protégées. Tu peux en donner Oui. quelques exemples? Oui, par exemple, je vais parler des enfants. La loi a été renforcée justement pour un viol commis sur un enfant, une petite fille, un enfant mineur, c'est la prison à vie. En ce qui concerne les femmes, par exemple, avant, on leur demandait de fournir plus d'efforts en fournissant le certificat le fameux certificat médical qui crée la polémique. Où on en est pour ce certificat médical? Est-ce que c'est obligatoire lorsqu'on se trouve dans un poste de police et qu'on veut porter plainte? Non, aujourd'hui, je pense que les choses ont été revues en faveur de la femme. Donc, c'est plus trop obligatoire pour la femme de justifier qu'elle a été violée et donc d'être prise en charge au niveau médical. Il suffit juste de porter plainte? Porter plainte et puis avec les médecins qui vont regarder, je n'ai pas envie de donner trop les détails, voilà, pour confirmer que effectivement la femme ou la personne a été violée. Et on parle également de violences domestiques. Il y a également eu des avancées de ce côté, donc au niveau de la loi, où lorsque l'un des conjoints se sent menacé, il peut également demander une ordonnance au juge pour pouvoir être... en tout cas, être séparé de son conjoint. On peut avoir plus de détails? Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que entre les conjoints, le plus souvent, tout de suite, sous l'effet de l'émotion ou de la colère, sous le choc, la personne vient pour déclarer des choses. Et puis après, quand on a envie d'aller plus en profondeur, les gens se rétractent, les gens n'ont pas envie d'aller plus loin. Et c'est ce qui complique les choses. Les lois, c'est bien, mais il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté des personnes, des victimes ou des survivants ou survivantes d'aller plus loin pour, n'est-ce pas, pour qu'on puisse appliquer la loi. Appliquer la loi. Tu veux J'irais rajouter même quelque plus loin, chose? je pense qu'il faut aussi qu'on crée un environnement qui est propice. C'est-à-dire que je pense que les victimes ou les survivantes peuvent avoir l'envie, mais après, c'est comment elles sont reçues, par exemple, au commissariat, comment elles vont être perçues dans la société. Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'elles sont écoutées? Donc, je pense qu'il y a certes un travail sur les victimes, mais il y a aussi un travail à faire sur l'environnement, en fait. Oui, l'environnement, parce que souvent aussi au commissariat, quand une femme qui a été battue, par exemple, par son homme et qui arrive au commissariat et qui veut porter plainte, l'environnement, elle a dit, on l'oblige en quelque sorte à ne plus porter plainte. C'est le père de tes enfants. Normalement, si je me permets, les policiers, les officiers de police sont formés à recevoir les victimes de violences basées sur le genre. Oui, avec les plateformes VBG dans les commissariats, mais l'homme est l'homme. Donc, il n'y a pas d'application. Voilà, ça c'est pas appliqué. Voilà. Beaucoup On d'efforts. influence en quelque sorte la femme, parce que le changer plus d'avis. souvent, ce sont les femmes qui sont victimes. Et quand elles arrivent, qu'elles veulent porter plainte, attention, c'est le père de tes enfants. Si on le met en prison, comment est-ce que tu vas nourrir tes enfants? Et tout de suite, et même au-delà, en dehors du commissariat, la famille, l'environnement, la société elle-même qui
qui travaille en quelque sorte sur le mental, sur la conscience de cette personne qui veut porter plainte. Et du coup, elle porte plus Elle plainte. se rétracte, Voilà, exactement, qui est rétracte, intimidée par sa famille. Exactement, et on se retrouve avec des cas qui sont malheureusement gérés à l'amiable Oui. et ça se perpétue. Isabelle, tu voulais Oui, je rebondir? voulais juste souligner le fait, en fait qu'aujourd'hui, on a quand même des cellules genre au sein donc, des différents commissariats, donc qui permet aussi aux femmes qui n'ont pas envie, par exemple, de directement livrer leur récit donc à des hommes, enfin à des policiers, de pouvoir se référer donc à cette cellule-là qui peut éventuellement les aider. Et qui est présent dans tous les commissariats. Parce qu'on n'a pas, Exactement. est-ce que les femmes ont l'information? Parce que j'ai l'impression qu'il manque la sensibilisation pour que les femmes sachent elles peuvent être écoutées dans les commissariats, dans les centres de police. Est-ce qu'il y a la communication aussi? Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que de plus en plus, on en parle sur les plateaux de télé, la radio et tout ça, mais il faut encore aller plus loin, sensibiliser, donner l'information aux femmes que, attention, si vous êtes battu, si vous subissez des violences dans votre maison, vous pouvez porter plainte, vous pouvez vous adresser à quelqu'un pour vous prendre en charge. Exactement. Oui. Il n'y a pas juste ça. Là, on est concentré peut-être sur la violence conjugale et la violence faite aux femmes, mais je pense qu'il y a les questions d'inégalité de traitement, que ce soit au travail. Salarial, oui, salarial, exactement. par exemple. Je pense qu'il faut sensibiliser normalement pour le même travail, même salaire. Exactement. Donc, et parlons d'avancer. Donc, parlons d'avancer dans la loi sur le travail, que je suppose que tu connais, que tu maîtrises. maîtriser, je sais pas, mais Tu connais. En tant que juriste, tu vois passer certaines réformes. Pour la femme, en ce moment, dans le Code du travail, est-ce qu'il y a eu des réformes qui ont été appliquées ou est-ce qu'il y a des instruments juridiques au sein du Code du travail qui protègent la femme? bon, en fait, moi, je pense qu'on peut parler du droit, c'est-à-dire que quelles réformes ont été faites éventuellement, mais la question, c'est est-ce qu'on les applique? C'est toujours le point. On prend des lois, est-ce qu'on les applique? Est-ce qu'on les utilise finalement? Depuis, hormis même, on protège la femme enceinte, on a des principes d'égalité de traitement dans les lois. Donc après, la question maintenant, c'est est-ce qu'effectivement on est au courant, mais est-ce que maintenant ensuite les femmes sont au fait de leurs droits et est-ce qu'on les applique? C'est surtout au niveau de l'application que je pense qu'on pourrait encore faire du progrès. Et sur certaines choses, il faut pouvoir faire la preuve. Comme toute chose en droit, c'est qu'il faut qu'on fasse la preuve. Si moi, je veux prouver que j'ai une inégalité de traitement vis-à-vis de mon collègue, il faut bien que je sache c'est quoi son traitement. Et parlons pas d'absence de parité, mais de difficulté pour les femmes, c'est la question de la garde de leurs enfants. C'est-à-dire que vous avez accouché, vous revenez au travail au bout de 3 mois, sachant que la question du personnel de maison, de nounou, est difficile, surtout maintenant avec ces cas d'enlèvement qu'on entend. On a beaucoup plus de difficultés à confier son enfant et on doit retourner au travail. Et c'est difficile en fait. Il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de cadre qui permet de pouvoir garder un enfant et nous, de pouvoir travailler tranquillement. Est-ce que des réformes sont prévues? Quelle solution, en fait, on peut apporter? Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas de réforme concernant la garde des enfants. Ce que nous proposons, c'est qu'on ait des crèches et des garderies non loin des lieux de travail. Aujourd'hui, nous sommes à Live, par exemple. Il y a beaucoup de femmes ici, à Live TV. C'est très féminin, oui, Live TV. C'est très bien. Je félicite et j'encourage le boss dans ce sens, à promouvoir les femmes, à leur donner de la visibilité, la parole surtout. Et donc, mais la femme, elle va faire des enfants. Parce que c'est ça, la nature de la femme, elle va procréer. Mais il faut créer les conditions pour qu'elle puisse vaquer à ses occupations, mais de façon tranquille. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait, à un moment donné, d'ici quelques années, en tout cas le travail des députés et de toutes les organisations féminines, de militer pour qu'il y ait une loi qui impose aux entreprises d'un certain type, avec un nombre précis d'employés, d'avoir au moins une crèche au sein de l'entreprise. Bien sûr, c'est là que je voulais arriver. Il faut encourager les entreprises, les patrons à créer des crèches et garderies dans les entreprises
permettre aux femmes de vaquer à leurs occupations de façon tranquille. Quand je sais, par exemple, qu'au bout de 3 mois, je dois revenir au travail et que mon bébé vient avec moi et que je le garde à côté et que entre peut-être 2 heures ou 3 heures, j'ai une peux lui pause donner à pour téter. pouvoir allaiter, parce qu'on nous parle d'allaitement maternel jusqu'à On nous 1 an sensibilise à et faire l'allaitement et maternel. demi. Je ne pense pas qu'une femme qui vient au travail à 7h30, on nous demande d'être au travail à 7h30, mais la garderie ouvre à 7h30, peut-être à côté de la maison. On nous demande d'être ici à 7h30. Ce n'est pas possible. Exactement. C'est Après, moi, difficile. je pense Donc, quand que- tu gardes ton Oui. enfant et que tu viens toute la journée, tu n'es pas là pour allaiter ton enfant. Tu descends à 18h ou 19h, le temps de revenir avec les embouteillages, C'est très compliqué. c'est très compliqué. Donc, pour on les encourage les femmes, les entreprises et même dans les administrations publiques à créer des crèches de sorte à permettre aux femmes de garder leurs enfants, mais de façon sereine et de vaquer à leurs occupations. C'est un plaidoyer à amplifier. Mélissa, Enfin, moi, je ne suis pas sûre que ça soit le rôle de l'employeur de créer des crèches. le débat, il Déjà, est lancé, oui. je pense que effectivement, je pense qu'il y a une vraie problématique, qui est la question du congé maternité. Déjà, donc est-ce que le congé maternité de 3 mois, il est suffisant, oui ou non? Moi, je pense que, en fait, moi, j'aime bien le cas du congé maternité. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un des exemples où on devrait avoir justement plus de représentativité des femmes au moment de prendre des décisions. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est une décision qui a été prise par une majorité d'hommes. Mais quel serait selon Quand on toi... juge que 3 mois, c'est suffisant. Mélissa, quel serait selon toi Même la... si si je me permets, à 3 Mélissa, mois, l'enfant est encore au sein, Encore voilà, au sein. il est très très Même jeune. à 6 mois, même à 6 mois, je veux dire, même 3 mois, je veux dire, est-ce que tu penses qu'un employeur serait prêt à accepter d'attendre 6 mois ou 1 an avant que son employé revienne? Revienne. moi, Alors je qu'on pense- peut avoir une crèche voilà. au sein de Moi, l'entreprise. je pense Ce que, serait moins coûteux. en fait, pour moi, moins coûteux, je ne sais pas. Et ensuite, je ne pense pas qu'il faudrait, ce n'est pas une obligation qui, enfin, pour moi, ce n'est pas le rôle de l'employeur. Un employeur pourrait le faire, mais c'est pas, pour moi, ça reste une solution qui... Bon, De l'État. J'imagine, voilà, ça reste un problème que l'État doit résoudre. Et ce n'est pas à l'employeur de le résoudre. la création Non, mais de si on- crèches, si on- Elle va garderies. terminer, elle va terminer. Par contre, on Elle peut va créer, terminer. par exemple, des temps aménagés. Donc, par exemple, pour la problématique où la crèche ouvre à 7h30 et je dois être au travail à 7h30, on sait très bien que si j'ai un enfant en bas âge, je peux emménager les horaires, comme on le fait, par exemple, pour quelquefois des personnes qui ont des handicaps ou malades, etc. Donc, il y a des accommodements raisonnables qui peuvent se trouver, qui peuvent se faire. Mais je pense que déjà, moi, je militerais déjà pour qu'il y ait un temps plus long de congé maternité. Non, mais Un temps moi- plus long? Je veux dire, non, pas vraiment. Non, parce que même si l'enfant a 1 an, même si le congé maternité va jusqu'à 1 an, l'enfant est toujours encore petit. Petit, voilà. Je veux dire, il y a des enfants qui allaitent jusqu'à 3 ans, par exemple. Voilà, donc c'est pas pour moi une solution. Moi, je pense que dans le cadre d'un partenariat public-privé, on pourrait éventuellement donc créer des crèches en fait au sein de chaque entreprise, même dans l'administration publique. Et moi, j'en veux pour cause. Je vais prendre un cas pratique. Et d'ailleurs, je fais un coucou à mon amie Lydia Nour, qui elle avait donc eu son bébé et elle venait au travail avec son enfant. Oui. Et à ce Et c'était moment-là, autorisé? C'était... c'était pas. Elle a imposé. Voilà, c'est ça. C'était pas autorisé, mais bon. C'était pas je veux interdit dire, non plus. C'était pas C'est ça, interdit non il y a plus. pas Voilà, de il y avait cadre un flou. légal. Il y Voilà, avait il y un avait un flou. flou. Elle a profité du donc flou. à ce moment-là, on s'alternait en fait. C'est-à-dire pendant qu'elle travaillait, je gardais son enfant. Pendant que je travaillais, elle gardait elle-même son propre bébé. Donc je veux dire, c'est des conditions qui sont assez difficiles. Et quand toi, par exemple, tu parles de, c'est pas la problématique de l'employeur. Si, c'est sa problématique parce qu'il doit s'assurer en fait du rendement de chaque employé. Et donc, ça fait partie donc des conditions Oui, de mais travail. il doit des s'assurer, conditions il doit de vie, s'assurer, voilà, c'est ça. qu'il doit assurer à chaque mais employé. Il doit s'assurer En fait, que son d'un point employé de est vue dans les meilleures pratique, voilà, conditions pour tout à produire fait. le meilleur rendement. Ça, je ne sais pas que je ne l'entends pas, mais je pense qu'en réalité, je pense qu'on transfère la problématique ailleurs. Je pense que ce n'est pas à l'employeur. Je pense que l'État, effectivement, doit mettre en place Doit créer les des crèches. conditions, ouais. On doit encourager, on doit avoir un écosystème qui permet même au privé de peut-être avoir plus de crèches pour pouvoir garder les enfants, effectivement. Mais je ne pense pas que ça soit l'obligation de l'employeur. Et qu'est-ce que tu penses d'une mesure qui permettrait d'avoir une Facilité, facilitation exactement, fiscale, financière, c'est-à-dire une voilà. incitation fiscale? Ils peuvent, En créant des crèches, vous payez moins d'impôts. par exemple, ça peut être une solution, effectivement, de l'État, mais il reste encore à voir pour l'employeur. Si l'employeur, ça peut être un incitatif. Mais je ne suis pas sûre, effectivement, que ça soit à l'employeur d'avoir des crèches. Parce qu'il faut quand même pas oublier, je pense que l'employeur, à la base, je ne veux pas faire ma défenseuse du capitalisme, mais l'employeur, il a capitaliste. d'autres... Non, mais... Non, mais justement, si on veut partir sur la Non, base parce de que- ce que tu dis, justement, s'il doit se baser sur le rendement pour être beaucoup plus productif, etc., il faudrait qu'il mette ses employés Faut dans des qu'il tienne- conditions adéquates. Regarde, Moi, faut je qu'il pense- tienne voilà, en moi, compte. juste- Moi, Vas-y. je prends des exemples. Par exemple, moi, j'ai fait 10 ans au Canada.
c'est un pays assez progressiste sur tout ce qui est droit de la femme, etc. Et j'ai jamais vu, ou presque jamais, des crèches chez les employeurs. Quelle est la mesure, en France, je vais ça se demander, fait, quelle est la mesure au Canada qui t'a le plus impressionné dans le cadre de la loi sur le travail et qui permet aux femmes de pouvoir fournir un meilleur rendement tout en s'occupant de leurs enfants? Alors moi, je pense qu'ils ont peut-être trouvé un juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a le système de crèche qui existe, qui est même subventionné une bonne partie par le public. D'accord. Donc, à cela, ils sont venus ajouter ce qu'ils appellent, en plus du congé maternité et paternité, le congé parental, qui dure 52 semaines et qui est pris autant par l'homme que la femme. Donc, ce que ça permet, puis c'est ce congé de 52 semaines qui est normalement payé par l'État. 52 semaines, un an. Je ne sais pas si un employeur en Côte d'Ivoire accepterait de laisser son employé un an et de le payer. Je pense qu'il faut encourager la création des crèches. On en a, hein, les crèches privées, par exemple, on en a, mais ça nous revient un peu plus cher. Donc, si c'est subventionné par l'État, par exemple, comme dans les écoles privées, les établissements privés qui reçoivent aussi une aide ou d'autres structures qui reçoivent de l'aide de l'État, ça pourrait encourager donc, ces initiatives-là à revoir à la baisse les coûts. Comme ça, les femmes, elles pourraient déposer leurs enfants à la crèche et elles savent que l'enfant est en sécurité, elle peut produire plus. Le débat, il est lancé. Hein. Je veux dire, la réflexion mérite d'être posée. J'espère que nos dirigeants et nos gouvernants écoutent, et nos députés également écoutent, qu'ils soient hommes ou femmes. La problématique est intéressante et il est important qu'on puisse s'en saisir parce que faire des enfants et retourner au travail et en plus être productive, et sachant qu'on a souvent, pour les 6 premiers mois, on n'arrive pas à bien dormir normalement parce que en fait, c'est ça mon point. Voilà, bébé, il va se réveiller tout au long de la nuit. Il ne fait pas ses nuits. C'est toute une problématique. Ouais. On finit avec les crèches. On va s'intéresser maintenant à l'aspect politique, la représentativité des femmes dans la sphère politique. Oui. Isabelle, toi qui as un regard là-dessus, qu'est-ce que tu penses de cette représentativité? On a parlé lors des dernières élections du fait que malheureusement, les partis politiques, pour la plupart, n'ont pas respecté le quota qui était imposé, qu'eux-mêmes avaient voté. Que penses-tu de la représentativité des femmes en politique? Est-ce que les femmes s'intéressent à la politique? Est-ce qu'elles ont envie d'y aller, en fait? Je dirais qu'il y a quand même une évolution comparé à ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, on a un quota donc, de 30% de femmes qui est plus ou moins obligatoire. Voilà. Mais il ne s'agit pas en fait d'avoir un quota. Il faut aussi avoir des femmes qui sont formées, qui sont compétentes et qui ont aussi envie d'y aller. Donc il faut sensibiliser davantage les femmes, il faut les former, il faut créer des vocations pour la politique. Aujourd'hui, même en Afrique, le visage de la politique ne donne pas envie, ça ne fait pas rêver. Donc il y a peu de femmes donc, qui veulent se lancer sur cette voie-là et préfèrent en tout cas rester dans un certain carcan, j'ai envie de dire, quotidien, plutôt que d'aller se mettre dans la chose politique qui est plus ou moins vue comme quelque chose de violent, de sanguinaire, de voilà. En général, c'est elle qui s'occupe d'installer les bâches, la cuisine et tout. Servir de l'eau. C'est une image qui devrait changer. Hein, ça devrait changer. Absolument. Moi, je pense qu'il faut encourager les femmes à prendre le devant des choses. Parce que le plus souvent, ce sont les femmes qui font les hommes politiques. Quand vous regardez dans leur staff, les femmes sont à la communication, à la cuisine, elles mobilisent les femmes, les autres femmes. Quand vous voyez même dans le public qu'on mobilise, c'est les femmes. Donc, si elle a dit, on encourage les femmes à la politique et qu'on les forme, on leur donne les armes nécessaires, je pense qu'elles peuvent réussir. C'est très bien. Elles peuvent réussir. Oui. Mais aussi, on a aussi la loi sur la parité. Dans les administrations, accéder aux postes de décision dans les administrations publiques et les entreprises, c'est des postes de nomination. Pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas nommé une vice-présidente au lieu de nommer un vice-président? Ça aurait dû être le cas, pourquoi pas? Voilà, on parle de parité, mais c'est facile. Là où on ne parle pas de quota de 30% dans les assemblées élues, on parle de nomination, c'est encore plus facile. Elle a donné le cas de la vice-présidence, mais la grande chancelière, c'est une femme. On a plusieurs ministres d'État qui sont des femmes. Mais c'est la vice-présidence. Mais on n'a pas la parité au gouvernement, par exemple. C'est une nomination. Pourquoi on nommerait pas autant de femmes que d'hommes?
au gouvernement. On a un gouvernement féministe. Il faudrait donner qu'il le l'exemple. montre, Il faut donner effectivement. l'exemple au plus Mais haut niveau. pour montrer, Bon, pour d'abord, montrer on déjà, en a plus pour au montrer niveau déjà des postes de l'engagement aussi de l'État, il y a responsabilité. un ministère dédié à la femme, donc quand Ça même. ne suffit pas. C'est Ça ne important. suffit Le pas, débat, mais il le faut- débat, faudrait pas le non débat plus cracher continue. sur, Je ce pense qui est qu'il déjà nous, fait. nous écoute et c'est bien de susciter ce débat également à la maison. Et il y a un internaute qui a posé la question de savoir si au sein de Live TV, on fait l'effort d'avoir suffisamment de femmes, de respecter cette parité. Je tiens à lui dire qu'on a 40% de femmes donc au sein de Live TV et c'est un chiffre qui continue de grimper, d'évoluer et la chaîne, la direction de la chaîne y travaille. On a notre invité qui est là, qui est présent, mais juste avant, rapidement, avant qu'il s'installe, vous êtes pour ou contre le pagne pendant la journée du 8 mars? Moi, je suis Pourquoi? pour Rapidement. et contre. Rapidement. Pour et contre parce que il faut être un. L'uniforme, ça veut dire qu'on est un, on est unis, on porte la seule voix, une seule Exactement. voix, on parle d'une même voix pour parler de nos droits. Contre, il ne faut pas se focaliser sur le pagne, Pas que le pagne uniquement. pas que le pagne, en oubliant nos droits, en oubliant nos acquis et en oubliant ce qui nous manque. En fait. Exactement. Ouais. Moi, je dirais pour la symbolique, tout simplement. Parce que le pagne en Afrique, c'est quelque chose de fort. C'est Quand on parle culturel. exactement, quand on parle de mariage, il y a son pagne, funérailles, il y a son pagne, Même les etc. partis politiques, pour un homme politique, il y a un Exactement. pagne. Donc voilà. Donc si Ouais. on veut vraiment marquer cette journée, en plus en Afrique, il faut porter le pagne. Pour. Moi, je suis contre parce que je pense que ça fait diversion. Et je serais peut-être pour si c'était du local, du made in Côte d'Ivoire. Mais je Du suis... pagne tissé, par exemple. Voilà. Si ça avait été On met du le pain porc. tissé, Du pain pourquoi tissé pas. de chez nous. Mais du hollandais, trop peu pour moi. Le débat, il continue à la maison. C'est la journée l'année internationale des prochaine, on droits peut faire du pain de la tissé, femme. hein. Et pourquoi c'est vrai que c'est un plateau féminin, plein de sourires, plein de joie. Mais on a également des hommes qui soutiennent les femmes. On les appelle les E4She. Et nous avons notre invité qui va entrer maintenant, Jean-Patrick Eouman, qui est expert, formateur Java et développeur d'applications. Il est surtout promoteur du programme She's the Code à l'endroit des femmes. Bonsoir Jean-Patrick, Bonsoir Edith. bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de te voir. Hein. C'est un Cette fois-ci, plaisir. je suis de l'autre côté. Alors, je rappelle le thème de cette journée, donc du 8 mars, pour un monde digital, inclusif, innovation et technologie, pour l'égalité des sexes. Qu'est-ce que ça t'évoque? Toi, le spécialiste des nouvelles technologies. Alors, pour moi, c'est une très belle opportunité, en tout cas cette année, que l'on ait décidé de mettre en avant le fait que l'outil technologie peut créer de l'inclusion. Parce que c'est vraiment ce qui est à la base de tout ce que nous faisons, nous, les informaticiens, les ingénieurs. Quand on crée des outils, à la base, c'est pour que la vie des êtres humains, la vie de nos contemporains soit facilitée. De quelle manière les outils technologiques, donc le numérique, peuvent aider à lisser cette inégalité entre hommes et femmes et surtout aider les femmes à leur autonomisation? On en parle tout le temps, autonomisation. De quelle manière? Commençons déjà par moi. Je suis arrivé aux technologies grâce à une femme. Ok. J'avais 12 ans et imagine-toi, dans les années 90, ce n'était pas évident pour qu'une mère fasse le pas et se dise que mon enfant deviendra un informaticien, fera des choses dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des technologies. Et j'ai bénéficié de cette vision-là, d'une femme qui a cru que les technologies pouvaient créer certaines choses. À la suite, avec toi et pas mal d'autres personnes, L'ONG 20 ans, à 30 ans plus Kendewa. tard, l'ONG à Kendewa, on a créé de l'inclusion. On a permis à des jeunes, à des femmes, d'utiliser l'outil technologique pour s'exprimer, par exemple, pour les élections, pour créer des emplois, pour créer des initiatives citoyennes et pour sauver des vies pendant la guerre. Tu te souviens de tout ce qu'on a fait pendant la guerre? Ce qui nous a même valu le prix de l'UNESCO pour l'entrepreneuriat social et la culture de la paix en Afrique. Vous voyez, quand on est parti des technologies pour impacter jusque dans la guerre, jusque pour la paix. Et jusqu'à présent, avec le programme que tu as lancé, She's the Code, c'est quoi She's the Code? Alors, She's the Code est un programme de développement de compétences pour les femmes dans le domaine des technologies. L'idée, c'est que lorsqu'on met les technologies à la disposition des femmes, on a une nouvelle manière de voir le monde. Parce que jusqu'à présent, regardez les ordinateurs qu'on a. Ils sont tous noirs. Exactement. Je suis convaincu que si on vous donnait la possibilité de décider de la couleur, des couleurs,
Mais ça serait rouge pour moi. Hein. Voilà, donc il y ça aurait serait quelque blanc. chose de différent. Le jaune pour moi. Il y aurait quelque chose de différent et du coup, ça attirerait des personnes différentes de celles qui les utilisent aujourd'hui. Donc, She's the Code permet à ces femmes qui se font former chez nous pendant 6 mois d'acquérir des compétences afin de sortir déjà de l'analphabétisme numérique, puis de développer de nouvelles compétences Tes compétences. autour du coding, c'est-à-dire la création de logiciels et d'applications, du digital management. Toi, tu es une experte du digital management, c'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. Et de l'entrepreneuriat basé sur les technologies. Donc, on peut vendre de la loco, En étant connecté. bien sûr. On vend de la loco à la maison, devant chez nous. On a peut-être 50 clients par jour. Mais lorsqu'on vend son aloco et qu'on en fait la promotion en ligne, on a accès à plus de 13 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les gens imaginent ce que c'est. Une vraie ouverture sur Une le marché. ouverture. Le programme She's the Code, par exemple, qui est basé en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui leader en Afrique. Et c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, leader dans la formation des femmes dans les technologies, juste parce que ce programme se fait principalement en ligne. Alors, Donc, ce programme oui, est vas-y. destiné aux femmes de la ville. Et avez-vous pensé aux femmes des zones rurales? alors, Est-ce que ça femmes inclut les femmes du monde analphabètes. rural? Qui ne savent pas lire, qui ne savent pas utiliser aussi l'Internet. Est-ce que vous avez pensé à ces femmes-là? notre vision, c'est un monde dans lequel les femmes utilisent les technologies pour impacter leur vie et celle des gens qui sont autour d'eux. Il faut déjà, pour que cette vision puisse s'accomplir, commencer par mettre en place des fondements solides. C'est pour cela que nous formons d'abord des femmes qui ont un certain niveau. On a le niveau moyen qui tourne autour de Bac+2, mais on a des femmes qui ont le niveau 3e qui arrivent à passer le test de préinscription, de sélection. Ce n'est pas un test d'informatique, c'est juste quelque chose qui nous permet de comprendre si la personne en face de nous peut suivre des cours. Exactement. Voilà, donc il y a des femmes qui sont sorties du circuit académique, il y a des femmes au foyer, et nous sommes très fiers de voir parmi elles des femmes qui, pendant 12-10 ans, n'ont pas travaillé, se sont occupées de leurs enfants, et bim, grâce au programme She's the Code, arrivent avec des idées d'entreprise. Elles créent des entreprises et surtout emploient des femmes avec qui elles ont été formées, et même bien au-delà. Ce sont de belles histoires. Voilà, et il y en a qui ont créé des programmes, et pour répondre à la question de votre collègue, il y en a qui ont créé des programmes pour les femmes dans les zones rurales. Donc c'est vrai que nous n'agissons pas directement, mais nous outillons nos apprenantes de sorte à ce qu'elles puissent faire ce genre d'activité. Isabelle ? Effectivement. Alors, on a de plus en plus de générations qui sont nées avec des appétences technologiques et digitales, parce que tout le monde sait aujourd'hui utiliser en fait un smartphone, etc. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du réel niveau en fait de digitalisation de la Côte d'Ivoire? Alors, je parlerai plutôt d'alphabétisation, d'alphabétisme numérique. Tout le monde peut avoir un smartphone aujourd'hui, parce qu'à partir de 20 000 francs, même des fois à 7 000 francs CFA, on peut avoir un smartphone. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut créer de la valeur avec? Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un s'il y a un danger? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour régler ses propres problèmes, pour étudier, pour avoir de nouvelles compétences, pour se connecter à des gens qui sont éventuellement dans la Silicon Valley, qui vont financer nos projets? C'est là tout le challenge. Et donc, en termes d'alphabétisme numérique, ici en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup à faire. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Nous sommes très connectés, nous sommes sûrement les plus connectés dans la sous-région, mais allez, on ne va pas se comparer à ceux qui sont derrière nous, on va se comparer à ceux qui ont déjà de l'avance, on va se comparer aux Indiens, par exemple, qui ont fait des choses avant nous. Mais lorsqu'on se compare à ces pays-là, nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, donc, ce qui est intéressant. On a quand même un ministère dédié donc, au numérique. Est-ce que vous pensez qu'ils font réellement en fait, le travail pour véritablement implémenter, comment je dirais, l'inclusion des femmes par le digital, par le numérique? Choisis tes mots, Jean-Patrick. Non, mais tu sais, rapidement, bien sûr, je sais que tu es cash. Voilà, je ne vais pas attaquer le gouvernement, je peux l'attaquer, mais ça ne va pas changer grand-chose. She's the Code n'a pas été créé par le gouvernement. She's the Code a été créé par une organisation, une entreprise. Mais est-ce que vous êtes accompagné par les autorités? Alors, est-ce que toutes les entreprises doivent se faire accompagner? Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Donc, si le gouvernement a des choses à faire, le citoyen aussi a des choses à faire. L'entrepreneur a des choses à faire. Les mamans ont des choses à faire. Et surtout les maris et les papas. Les E4She, comme on les appelle. Voilà, donc, soutenir les femmes. Mais même tous les maris, tous les papas. Exactement. Parce que lorsque vous expliquez à votre petite fille
que tu pourrais être comme Edith Bruck. Rien que cette phrase va l'emmener à éventuellement combattre les idées reçues qu'elle va les préjugés. Et créer Donc, aussi certaines vocations. voilà, donc le gouvernement fait des choses, pourrait faire mieux, devrait faire mieux. Peut-être qu'ils ne savent pas forcément ce qui est possible, mais des initiatives comme She's the Code permettent d'avoir un retour d'expérience. Nous collaborons de temps en temps avec le gouvernement pour, lorsqu'on me pose des questions, je réponds. C'est ça, en fait, tu fais ta part également Voilà, en donc termes de on fait notre formation. part, Exactement. mais il faut surtout garder à l'esprit que pour qu'il y ait je dirais, pour qu'on atteigne un point d'inflexion, il faut vraiment que les citoyens, les organisations et les entreprises s'impliquent. Parce que pour ce qui est des technologies, ça va tellement vite que les administrations publiques On n'arrive pas à s'adapter voilà, forcément. partout dans le monde. Combien de femmes, de jeunes filles ont été formées via le programme? Et qu'est-ce qui est prévu cette année 2023 en termes d'innovation pour She's the Code? Okay. Alors, She's the Code, on a vu passer plus de 15 000 personnes. C'est la dernière question, oui. C'est la dernière question. Plus de 15 000 personnes, mais seulement 1300 à ce jour sont allés au bout des 6 mois pardon, Et en termes du programme. d'insertion professionnelle? En termes d'insertion, on est à plus de 60% de retour. Hein, lorsqu'on a les retours, elles nous disent qu'à plus de 60% qu'elles ont été insérées. Il y en a qui ont été embauchées par des entreprises qui sont partenaires. Il y en a qui se sont débrouillées, et c'est très bien, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Il y en a qui ont créé leurs entreprises, mais il y a surtout parmi elles certaines qui ont décidé de prendre des cours dans des universités pour aller beaucoup plus loin. Et en termes d'innovation pour cette année, depuis 2023, nous avons intégré des modules liés à l'intelligence artificielle. C'est d'actualité, l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qui est en train de bouleverser le monde. Et nous aimerons que nos femmes, les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes d'Afrique de l'Ouest, les femmes d'Afrique, prennent à bras le corps ce concept, ces outils-là, et créer la transformation La dont nous avons formation besoin. à toutes les bourses, c'est ça. C'est accessible à tout le monde? À toutes les Je pense bourses, que c'est accessible parce que 130 000 francs pour 6 mois, 6 mois. pour la qualité C'est que quand ça même, représente, oui, je pense que c'est quand même, c'est accessible. un Et bon si vous tarif. pensez que vous n'avez pas l'argent, contactez-nous, on va toujours trouver un moyen. Vous pouvez vous adapter également aux tarifs proposés. Merci beaucoup Jean-Patrick. Merci Isabelle. Merci Edith. C'est moi qui Mais tu es vous toujours avec moi, hein, tu restes avec Oui, moi. bien sûr. Merci Mélissa. Merci Edith. Et merci Maryse. Merci Edith. Merci pour ton apport, ta contribution. Encore une bonne journée internationale des droits de la femme, on va le dire, c'est une célébration de nos acquis, c'est important de le répéter. Mais dans mon oreillette, il y a mon très cher Brice, le roi Brice, qui me fait savoir qu'il piaffe d'impatience de retrouver son cher fauteuil. Mais bien sûr, ça arrive franchi, je vais bien sûr lui céder son fauteuil. On se retrouve juste après la pub. Qu'est-ce qu'on était content, très très heureux de regarder ce magnifique plateau avec ces dames et leur invité un homme, hein, heureusement, Ben oui, pour bien sûr. parler de cela. En tout cas, mesdames, excellente célébration de la Journée internationale de la femme. Merci. Enfin, bonne Bon, journée. On prend Isabelle, on accepte. hein. Bonne journée. C'est la journée des acquis, À ce célébration des stade, acquis. on va Bonne prendre- Oui, mais il faut célébrer les acquis quand même, Mais c'est oui, important. oui, oui. Faut pas cracher sur les J'ai acquis. changé d'avis là-dessus. Célébration, bonne fête des acquis, voilà, des Voilà. droits de la femme. Non, mais ça continue. Hein. Quelqu'un m'a dit, mais au-delà d'offrir des pagnes, il faut travailler. On n'offre pas des pagnes. C'est ça Ah la si, question. dans les services, les dames existent, Si, qu'on si. leur offre des pagnes. Ah, hein. c'est- Bah oui, je fais mon chipoteur, mais je peux vous l'assurer. Oh là là. Il y a des femmes qui disent, non, on n'a pas reçu de pagne et tout. Non, mais il faut travailler pour que les conditions des femmes s'améliorent. Et je crois que c'est ça le meilleur combat. Exactement, C'est la ce combat. sensibilisation. La sensibilisation, les actions fortes, les actions de changement direct. Mesdames, ben voilà, vous avez le mot pour le 8 mars. Merci. Ça Merci permet en beaucoup, tout cas Brice. de se remémorer les actions qui sont menées. Oui, et puis de faire un peu le comment point. améliorer la vie des femmes, parce que c'est ça le plus important. On a parlé de crèches, on a parlé également de lois sur le travail. Exactement. Le but, c'est d'améliorer les conditions des femmes pour qu'elles puissent être des agents productifs Très bien. dans C'est ça. l'économie, en Et fait. ce sur quoi on ne s'est pas vraiment appesanti, c'est vraiment le flou qu'il y a sur le fait de pouvoir disposer en fait de son corps, parce Absolument. qu'aujourd'hui il n'y a pas de loi qui autorise en fait l'avortement. Il y a un flou Absolument. juridique là-dessus. Ce n'est ni autorisé ni illégal. Donc en fait il faut pouvoir encadrer en fait pour Ah, éviter. j'avais pensé que- moi que c'était illégal. J'avais pensé moi que c'était illégal. Non, non, il y a un ratifié flou depuis dessus. 1994 le protocole de Maputo, mais en termes d'application, pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés parce que, après, c'est une question très sensible. À un moment donné, les autorités religieuses également se sont Oui, impliquées, voilà. donc c'est assez délicat. Mais le droit de disposer de son corps fait encore débat et il y a beaucoup de réflexions à mener et d'avancées à faire. Tout à fait.
Malgré le fait qu'on soit venu, vous en avez quand même. Isabelle m'a envoyé la balle. Voilà, et vous avez joué un peu au ping-pong, il n'y a pas de problème. Sur ce plateau, en plus Isabelle, la magnifique Isabelle, et la très splendide Edith Beaubleu. Il y a Kevin Aubin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Ça nous rejoint donc, enfin on les a rejoints. Oui, bonne journée des droits de la femme. Merci. Voilà. Et Élisée Boulugbe, Bonsoir Brice. poète de temps moderne, je parlais que vous avez préparé quelque chose pour... Non, juste souhaiter en tout cas comme vous une joyeuse célébration de la journée internationale des femmes qui, comme elles-mêmes l'ont si bien rappelé, Les droits des femmes. célèbre, oui c'est ce que je voulais dire, célèbre les droits des femmes, les acquis en tout cas en ce qui concerne les droits des femmes. Je pense que c'est une très bonne chose. Je crois que tous devons faire chorus autour de cette journée-là et puis saluer sa célébration. Au-delà de la célébration, comprendre la nécessité d'aller encore plus loin dans ce qui a été déjà fait et apporter la touche qu'il faut pour qu'on soit de plus en plus dans une société où on sent un peu plus d'inclusivité, on sent un peu plus de responsabilité de la femme, où on met vraiment la femme en avant. C'est vraiment important. Je voudrais en tout cas vous saluer, mesdames. Vraiment Merci. bravo déjà pour ce que vous faites. Merci. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je salue toutes les femmes dans toutes les couches sociales où elles sont et leur dis bravo pour ce qu'elles font au quotidien. Parce que sans elles, je pense que le monde n'aurait pas cette saveur. Waouh. Élisée. Un tu véritable nous as touché, là. kifoshi. Poète des temps modernes. Et Élisée, vous avez un truc à dire? Non, pas du tout. Et ça nous a sorti. Non, parce qu'en fait, si je voulais dire ce que j'avais à dire, je pense que peut-être on ferait toute l'émission. Ouais, parce que les femmes, elles inspirent, en fait. Pour être Exactement. honnête, oui, Exactement. en termes de... Exactement. Très bien. Bon les amis, on va s'intéresser à l'info du jour. Et c'est un coup de filet donc, du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal qui a permis de mettre la main sur des orpailleurs clandestins. Et surtout, la somme de 79 582 000 ainsi que 6,982 kg d'or à Yamoussoukro. Élisée Boulugbe. Oui, dans la nuit du samedi, du vendredi 24 au samedi 25, effectivement, comme vous l'avez dit, le groupement de lutte contre l'orpaillage clandestin, lors d'une des opérations, a mis la main sur 3 individus qui étaient en train de s'apprêter, selon ce qu'on a lu dans la presse, s'apprêtaient à faire des transactions, acheter des pépites d'or, environ 6 kg un peu plus d'or, et à leur disposition plus de 79 millions, disons pratiquement 80 millions de francs CFA. Et donc, ce groupe d'individus a été interpellé par la police à Yamoussoukro, et donc mis au verrou. Les enquêtes se poursuivent aussi pour en savoir un peu plus, certainement les relais. Mais ça nous amène encore à épiloguer sur vraiment ce crucial fléau de l'orpaillage clandestin qui, pour moi, est une véritable gangrène. C'est vrai que les pouvoirs publics font des efforts, mais je crois qu'il faut accentuer ces efforts et il faut la collaboration de tous. Ça ne peut pas continuer quand vous allez dans la zone. Et ça, malheureusement, ça s'étend de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est-à-dire que tout le territoire est infesté par ces orpailleurs-là qui ont vraiment envahi tous nos territoires. Déjà qu'on est confronté à la question du foncier, qui est un véritable problème. Et pour moi, je le dis sur ce plateau sans faux fuyant, pour moi, c'est probablement la bombe à retardement qui risque d'exploser si vraiment rien n'est fait jusqu'à présent. À côté donc de la question du foncier, nous avons l'orpaillage clandestin, sans compter l'urbanisation sauvage. Pour moi, ça fait trop d'éléments qui risquent véritablement de créer un vrai problème si maintenant rien n'est fait. Alors justement, si rien n'est fait, tout de suite on va partir vers la solution. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait pour pouvoir véritablement, pour utiliser une expression, juguler cette situation? Je pense que déjà les sociétés minières qui opèrent dans ces zones, certainement qu'il faudrait améliorer encore plus le partage des richesses dans ces localités, parce que ce sont des localités qui, malheureusement, souffrent de déficits, donc pour certaines de développement. Les populations n'arrivent pas aussi à obtenir ce partage de richesses. Et je pense qu'il faudrait, en termes de répartition, renforcer encore plus la construction d'hôpitaux, la construction d'écoles, et que ce doit être le devoir de ces entreprises minières qui travaillent dans ces zones, parce que quand il y a un vide, quand il y a de la pauvreté, quand on ne sent pas qu'on jouit également des fruits du travail de notre terre, ben derrière, c'est normal qu'on ait des réseaux de clandestins, d'orpailleurs clandestins qui se développent. En plus, ce qui est dangereux, c'est que ces orpailleurs clandestins font travailler des enfants.
Il y a malheureusement eu l'année dernière des décès d'enfants, malheureusement sous le coup d'éboulement. Les populations, certaines, sont également prises en otage. Donc c'est un véritable réseau de banditisme qu'il faut démanteler. Et pour ça, il faut que les entreprises minières puissent donner encore plus de fonds pour améliorer le développement dans ces zones. Très bien. Solution, Isabelle? Oui, alors moi, je n'ai pas de solution miracle, mais pour ce que je sais, c'est qu'un symposium des mines va être organisé à la fin de ce mois, le 30 et 31 mars, qui va réunir donc tous les acteurs du secteur minier pour réfléchir donc sur plusieurs problématiques liées donc à la chaîne de valeur des mines. Et je pense que la question de l'orpaillage en fera partie. Moi, enfin, comme Isabelle, je pense que les solutions ont déjà été listées par Madame Bleu. Mais comme quoi, tout ce qui est illégal brasse beaucoup d'argent. 79 millions, c'est quand même une somme assez stratosphérique. Et moi, quand je lis cette information, il y a une forêt de questions qui se dressent. Comment on arrive à amasser autant d'argent à travers leur paillage illégal? Je ne suis pas en train de dire que je suis tenté de le faire parce que c'est illégal, mais des jeunes qui sont dans une situation financière précaires et qui ont un esprit assez désinvolte pourront être tentés de se lancer dans cette pratique aussi dangereuse que mortifère parce que justement un éboulement est vite arrivé. Et voilà, après franchement bravo à la brigade de lutte contre l'orpaillage parce que vraiment c'est une vraie saisie, on parle de 7000 kilos d'or, ça revêt d'une vraie volonté de lutter contre ces bandits-là et puis même pour les groupuscules d'orpaillage illégal, ils sauront maintenant qu'il y a une vraie brigade qui les trace, qui est à leur trousse et que l'impunité n'est plus de mise. Donc, c'est bien. Moi, je crois que l'une des premières choses à faire en termes de solutions, dans un premier temps, c'est de corser un peu, je dirais, la loi sur la migration. Parce que ce n'est un secret pour personne. Pour la grande majorité de ces orpaillages clandestins-là, quand vous allez la plupart du temps, il y a une grande partie de la communauté qui n'est pas ivoirienne. Je crois que aujourd'hui, si le message est passé à travers toute la sous-région et les gens commencent à migrer vers la Côte d'Ivoire, quand vous allez, la plupart, en tout cas les quelques endroits qui ont été démantelés, ont donné la preuve par A plus B que ces endroits-là sont colonisés en grande majorité par des populations hors Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des populations qui sont de la sous-région. Le nouveau Far West Cap, la ruée vers l'or. Voilà, exactement, la ruée vers l'or. Donc il y a nécessité déjà de vraiment corser la politique de migration en Côte d'Ivoire. Ça, il faut vraiment que les gens soient très regardants là-dessus. La deuxième chose, c'est aussi de corser la législation, en tout cas pour ce qui concerne les infractions rentrant dans le cadre de l'orpaillage clandestin. Parce que parfois, ces gens-là s'installent là, mais c'est avec même la complicité des chefs du village, avec même la complicité même des autorités villageoises, qui, elles, ont quelques prébendes de ce trafic-là, en fait. Donc, il faut peut-être qu'on corse encore les mesures de telle sorte qu'on dise dans cette zone, si on découvre un endroit d'orpaillage clandestin qui n'a pas été signalé aux autorités et que les autorités elles-mêmes, après investigation, retrouvent cet endroit, tous ceux qui sont dans peut-être un rayon, c'est un exemple que je donne, de 10 km ou de 5 km de ces trucs-là, doivent subir la rigueur. Vous verrez que ces personnes-là qui seront les premiers à dénoncer toute tentative d'orpaillage légal. Il faut qu'arrive un moment, elles-mêmes comprennent que ce qui est en train d'être fait là, c'est à l'encontre de leur bien-être. Parce que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, elles n'auront plus de terre et même l'eau qu'elles boivent ne sera plus purifiée. Donc leur vie est totalement, entièrement menacée. Donc, à ce niveau, il faut qu'on ait... Justement, je vais mettre vos points de vue, hein, le vôtre et celui de Madame Bleu, un peu en confrontation, en opposition. C'est vrai, vous dites, si rien n'est fait, ces personnes peuvent se retrouver dans des situations plus difficiles. Mais est-ce qu'elles seront plus difficiles que celles qu'elles vivent en ce moment? Non, ce que je dis, c'est pour ça que je parle d'impliquer encore plus et d'exiger encore plus des sociétés minières qui opèrent dans cette... Parce que s'il y a de l'orpaillage clandestin, c'est qu'il y a des sociétés minières qui opèrent dans ces zones, qui génèrent du chiffre d'affaires. Derrière, il faut occuper les jeunes. Parce que quand il y a un vide, lorsque les jeunes sont inoccupés, sont au chômage, ben, ils se retrouvent à mener ce type d'activité. Ils sont facilement tentés par l'argent facile. Ils voient qu'il y a une mine qui opère dans la zone. Ils n'ont pas la possibilité de travailler dans cette mine. Okay. Mais ils vont se dire, pourquoi ne pas essayer de me lancer dans leur page? Non, mais Madame Bleu, il faut occuper les jeunes et cela passe par des moyens. C'est le même mode opératoire que dans la zone du Nord, où malheureusement les terroristes profitent de cette pauvreté pour pouvoir s'immiscer dans la vie des jeunes et les détourner. Donc il faut occuper les jeunes, il faut les financer. Je vous donne la parole parce qu'on a besoin de définir un peu pour certains de nos téléspectateurs. Globalement, qu'est-ce qui se désigne comme étant l'orpaillage clandestin? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Il faut dire déjà que l'exploitation minière est une activité légale et autorisée. Il faut avoir un permis qui est délivré par l'État du Côte d'Ivoire pour permettre à toute entreprise d'aller faire l'extraction minière. Quand vous n'avez pas de permis et que vous vous permettez de faire l'extraction minière, vous êtes tout de suite sur le coup de l'illégalité. Parce que vous n'avez pas d'autorisation de l'État.
Maintenant, pour revenir sur la question, pendant que Edith parlait, déjà les statistiques ont montré que la plupart, c'est vrai, même si dans des zones où il y a une extraction minière légale implantée, il arrive qu'autour gravitent des endroits d'orpaillage clandestin, mais la grande majorité de ces endroits d'orpaillage clandestin ne sont pas forcément à côté des mines légales. Hein. Pas du tout. Moi, j'ai eu le privilège d'aller, par exemple, dans la mine de Tongon. Mais dans la mine de Tongon, quand vous regardez les infrastructures réalisées par cette entreprise-là, dans la zone pour les populations, mais elles ont fait le maximum. Mais quand vous quittez Tongon, vous partez encore des endroits plus loin, comme dans la zone de Bondoukou, dans la zone du sud-ouest. Il y a des endroits où il n'y a pas d'entreprise minière en tant que telle, mais où l'orpaillage clandestin existe. Parce que des gens, par des actes illégaux, sont arrivés à découvrir qu'effectivement, il y a une possibilité d'extraire du minerai là et le font de façon illégale. C'est de ça qu'on parle. Sinon, les permis sont octroyés à des sociétés de façon légale pour faire cette exploitation-là. Mais même là encore, c'est contrôlé. Le gouvernement a défini bien l'endroit où ça doit se passer. Si l'entreprise sort, elle est interpellée tout de suite. Donc c'est un peu de ça que je suis en train de parler. Il faut aujourd'hui qu'on comprenne que, je le dis, c'est vrai qu'on veut survivre. Mais passer par l'opération clandestine, on n'est pas en train de survivre. En fait, on se donne l'illusion de survivre, mais on est en train de creuser soi-même sa propre tombe. Parce que demain, l'opération clandestine fait que l'eau même de la zone où on vit, on ne pourra plus la consommer. On aura détruit notre terre. Parce que tous ces produits qui rentrent dans l'extraction de l'or sont des produits qui détruisent même le couvert végétal, donc ils ne permettent même plus aux plantes de pousser. Donc, sans nous en rendre compte, on est en train de creuser sous nous-mêmes notre pied, notre propre tombe. Et c'est pour ça que je dis que les pouvoirs publics doivent être beaucoup plus, je dirais, acerbes, vraiment doivent corser la législation pour que l'exploitation irrégulière, l'orpaillage clandestin soit puni vraiment de façon rigoureuse. Vous avez raison. Je pense que tu me rejoins. Oui, sensibilisation, Voilà. mais de transfert de compétences, parce que c'est vrai que la plupart des mines ne sont pas proches des zones d'orpaillage clandestin, mais comme je le disais, il faut occuper les jeunes. S'il y a un transfert de compétences, on peut former les jeunes de ces localités, de ces villages, à pouvoir eux-mêmes obtenir, donc être formés pour faire l'extraction, obtenir le matériel pour faire cette extraction de façon légale, obtenir le permis à la SODEMI de façon légale et leur faciliter la tâche pour qu'eux-mêmes, avec leur PME, ils puissent faire cette extraction et pouvoir également jouir des fruits de la terre, parce que c'est leur terre. Ça va permettre de pouvoir réguler et de pouvoir même endiguer le phénomène des orpailleurs clandestins. Parce que si eux, ils sont organisés avec des moyens, qui sont jeunes, qui sont occupés, ils savent que ces orpailleurs vont menacer leur activité, ils vont pouvoir les chasser. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Edith, parce qu'en fait, je trouve qu'il ne faudrait pas infantiliser les jeunes. Je veux dire, si des jeunes ont juste envie de s'enliser dans une pratique comme ça illégale, sous prétexte qu'ils n'ont pas de travail ou sous prétexte qu'ils sont totalement dans l'oisiveté, ce n'est pas de la faute de la légalité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. L'orpaillage illégal, dans illégal, il y a illégal en fait, c'est totalement illégal. Voilà. Et je pense qu'il y a des jeunes, moi j'ai des amis qui font des études en mine et géologie, crois-moi que c'est des études assez poussées et c'est des gens que je vois bosser jour et nuit pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir en tout cas entamer une ruée vers l'or légal, contrairement à ces jeunes-là. Tu vois, je veux dire, des jeunes qui sont dans la précarité, il y en a à foison. Il y en a à foison, oui, il y en a à foison, mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans la précarité qu'ils vont outrepasser les lois. Et puis, on va dire, oui, mais comme il est dans une situation financière totalement dantesque, donc on comprend qu'il puisse se lancer dans ça. Non, c'est juste de la sensibilisation, il faut sensibiliser. Ils ne savent il faut pas les ce qu'ils guider. font. Pour eux, Ils ont besoin de ils ne repères. sont pas en train de tuer qui que ce soit, c'est leur terre, donc ils se disent, bon, ils peuvent venir en faire attendant, voilà. Mais on en parle maintenant assez, ils voient les morts, il y a des statistiques. Mais ça ne retient personne. Ils sont au diapason de l'information. Moi, je pense qu'ils font fi de ces informations-là, mais on ne va pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Évidemment qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent que justement, c'est une pratique dangereuse. Et quand Élisée parlait de détérioration des eaux liées à cette pratique-là, tout ça, ils le savent en fait. Juste que ils en ont cure, c'est tout. Alors, pour réunir des positions, c'est un peu mon rôle sur le plateau. Élisée, il faut dénoncer d'ailleurs l'orpaillage clandestin. Et puis, selon Madame Bleu et Isabelle, il faut aussi impliquer les populations, soit en les sensibilisant ou en tout cas leur permettant de pouvoir bénéficier davantage de ce que ces exploitations Parce que ça, comme l'a dit Élisée, c'est une bombe à retardement. Ça, c'était pour résumer. C'est une bombe à retardement, c'est important. Et comme Kevin l'a dit, il ne faudrait pas également qu'on accorde trop facilement du bénéfice du crédit à certains propos, comme quoi une certaine méconnaissance de ces choses-là favoriserait leur application. Allez, on a fait le tour, on marque une courte pause, on se retrouve tout à l'heure. Vous regardez le Grand Talk sur Live TV en compagnie de Kevin Aubin, d'Isabelle Vavor, d'Élisée Bouloubeu et Madame Edith Moubleu.
Ah, j'aime bien le sourire. Voilà, c'est ça, exactement. Les amis, on parle de la Tunisie, on évoque la Tunisie dans le grand débat. Eh bien, avec cette information, c'est la Banque mondiale qui a décidé de suspendre son cadre de partenariat, donc après la violence sur les migrants. Je cite, jusqu'à nouvel ordre, la Banque mondiale suspend donc son cadre de partenariat avec la Tunisie qui sert de base de suivi par le conseil d'administration de l'institution afin d'évaluer et d'accompagner le pays dans ses programmes d'aide. C'est dans un courrier donc adressé à ses équipes que le président de la Banque mondiale, David Malpass, donc explique que cette institution n'est plus en mesure de poursuivre ses missions sur place. J'ai même envie de dire tant mieux. Très bien. Il faudrait que d'autres banques au développement puissent aussi suivre le pas de la Banque mondiale parce que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est extrêmement grave. On a besoin d'envoyer un signal fort. Exactement, tout à fait. Il faut sanctionner et comme je disais dans une publication, l'argent c'est bien, le développement, l'aide au développement aussi c'est bien, mais quand on veut pouvoir faire passer un message fort, surtout que des populations, des ressortissants sont maltraités, ils sont violentés, et que certains sont mis en prison sans aucune forme de procès, il faut pouvoir envoyer un signal fort. Et je pense que c'est un bon début de voir et je ne m'y attendais vraiment pas, qu'une institution internationale financière comme la Banque mondiale ait décidé de mettre en pause ses relations et ses programmes avec la Tunisie pour envoyer un signal fort. À propos de signal fort, que pensez-vous pour l'instant des signaux lancés par les États membres de l'Union africaine ou de l'Union africaine tout simplement? Est-ce que vous pensez que le signal est suffisamment fort? Non, moi je dirais que le signal, ça c'est mon point de vue personnel, le signal n'est pas du tout fort parce que bon, après la déclaration de Mamad Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, on n'en a plus rien entendu parler. Juste, alors que les violences se poursuivent. Même pas convoquer un sommet extraordinaire de l'Union africaine qui pour moi s'imposait dans une telle situation, même pas un sommet extraordinaire, même pas une réunion même interministérielle, rien de rien, juste un communiqué et puis ben, on regarde faire. Moi j'ai trouvé que pour moi c'est très insuffisant. Et moi je salue en tout cas franchement le président de la Banque mondiale Malpass et son comité d'avoir pris une telle décision. Je crois que ça va servir de leçon à la Tunisie. Parce que déjà, pour rappel, le 8 février dernier 2023, la Tunisie concluait un accord avec la Banque mondiale autour de 120 millions de dollars. Donc ça veut dire que déjà cet accord-là sera mis en berne. Ça, c'est une très bonne chose. Et quand on sait déjà la situation économique difficile que vit la Tunisie, je me demande comment ils arriveraient à régler cette situation, bien à rentrer dans leurs fonds, quand déjà cette manne financière qui était censée être mise à leur disposition risque de ne pas l'être après la sortie du président de la Banque mondiale. Je me demande bien s'ils continueront de continuer ou du moins d'utiliser ce ferment-là du racisme et disons, du racisme, oui, pour continuer à manipuler les populations, s'ils vont toujours s'ancrer dans cette voie du populisme-là, oui. Parce que... non, je crois que... C'est vrai que c'est un geste, mais je ne suis pas sûr que ce soit un geste qui ébranle... Non, c'est symbolique. Oui, Non, c'est symbolique, c'est pour ça qu'il faut d'autres banques au développement Exactement. puissent aussi emboîter le pas à la mais Banque mondiale. vous pensez que c'est bien plus que symbolique. Ah oui, c'est bien plus que symbolique, cette décision que la vraie question à se poser, Oui. c'est, Élisée, vu que vous êtes en train d'en parler, Oui. la question au-delà du symbolique, nous, Oui. ce qu'on se disait, Oui. c'est qu'il ne faut pas... Est-ce que c'est un geste... est-ce que vous pensez que ce geste-là va faire changer radicalement les choses? Pour dire qu'il en faut d'autres pour pouvoir faire bouger les lignes, moi, je pense. C'est ça. Ben, peut-être parler de radicalement, je ne pourrais pas peut-être emprunter cette voie. Mais ce que je sais et ce dont je suis entièrement convaincu, aujourd'hui pour nos pays en voie de développement, nos pays du Sud, on sait très bien l'impact et l'apport de la Banque mondiale dans l'évolution de notre économie. Donc aujourd'hui, que la Banque mondiale décide de revoir sa collaboration, peut-être même de la geler à la limite, je me dis, même pour notre pays, je prends un exemple comme un pays comme la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, économiquement, quand même, se porterait nettement mieux que la Tunisie en termes de comparaison. Si aujourd'hui, la Banque mondiale venait à dire qu'elle suspendait sa collaboration ou bien elle gelait cette collaboration, on aurait même des difficultés. À plus forte raison, un pays qui est déjà depuis 2014, à la suite de Ben Ali, depuis se cherche économiquement a des soucis, difficultés financières avérées et certifiées. Si aujourd'hui la Banque mondiale vient dire qu'elle ne peut pas t'accompagner, je vous ai dit le 8 février dernier, il signe un protocole de 120 millions de dollars, pardon. Ce protocole-là est en passe d'être annulé.
Ça, c'est quelque chose de très, très important. Pour laisser les Et chiffres. Non, Il a je juste- ne il a juste pense suspendu. pas que ce sera annulé parce que justement le président de la Banque mondiale a annoncé, en tout cas dans son communiqué, il a dit que tous les projets financés le resteront et tous les projets en cours resteront en cours. C'est les projets à venir. Les nouveaux projets. Exactement. Qui seront Et moi, suspendus, du coup, je bien trouve que la sentence n'est pas assez implacable. Je pense qu'un arrêt prompt immédiat de tous les projets, en tout cas qui sont en cours et à venir, aurait dû justement s'arrêter pour que la Tunisie comprenne, et ça aurait été en tout cas un vrai point de la table que la Banque mondiale aurait fait. Et moi je trouve normal ce qu'ils ont fait parce que, enfin, je veux dire, l'action de la Banque mondiale en Tunisie n'est pas destinée qu'aux citoyens tunisiens, mais à tous les résidents tunisiens, donc aux immigrés également. Surtout que la Banque mondiale en son sein a des agents issus de l'Afrique subsaharienne, donc c'est totalement normal. Maintenant, jusqu'alors, le président de la Tunisie ne s'est pas encore exprimé, ni aucun membre de son gouvernement, si ce n'est certains activistes tunisiens qui ont claironné sur Twitter notamment que la Tunisie n'avait besoin de personne, à plus forte raison de la Banque mondiale. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment un déni. S'enfoncer aussi. Un déni lancinant. Quand on sait que la Tunisie est à 80% de dette de son PIB, on sait que l'inflation est passée à 10%. On sait que la Tunisie a 7 milliards de subventions à l'année. Ils n'arrivent même pas à boucler leurs subventions pour 2023. Et dans ces 7 milliards, il y a 2 milliards qui proviennent de l'étranger. Donc, il y a vraiment une situation financière dantesque là-bas et c'est très bien. Et c'est là où on doit voir les institutions comme l'Union africaine et la CEDEAO se mettre ensemble pour envoyer aussi un signal fort. Oui, parce que On a j'ai eu un juste l'impression, communiqué pour parler laconique, comme vous, oui. Madame Bleu, j'ai juste l'impression que les États ont dit OK, nos ressortissants sont en danger, Non, on va les chercher, on les ramène, et puis on regarde. on attend C'est de ça. laisser passer l'émotion, on prend du recul pour agir. Non, vous avez des populations, vos populations, qui sont malheureusement maltraitées, qui subissent la xénophobie, qui subissent le racisme, qui sont c'est violentées. une atteinte Même aux en droits de allant l'homme, sur le chemin de ce qui se passe l'aéroport, là-bas. ils sont même encore violentés. Donc, vous ne pouvez pas rester en retrait en attendant que la situation se normalise, alors que depuis août 2022, en tout cas, comme l'a dit le directeur de la diaspora, la Côte d'Ivoire même avait déjà des signaux de cette situation qui est en train de se détériorer dans ce pays. Donc, Union africaine, CEDEAO, on a un communiqué laconique qui ne condamne pas réellement et finalement on n'a pas... Non, quand j'ai dit qu'il ne condamne pas réellement, tu sais de quoi C'est je parle, on a tout ironique, là. senti. On parle de Kais Saïed, mais il n'est même pas mentionné, on parle des autorités tunisiennes. Mais quel signal vous envoyez alors que vous avez des personnes qui sont en danger, qui ont besoin d'assistance? Heureusement, bon, on a des pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée qui sont en train de rapatrier les populations qui demandent à être rapatriées. Mais derrière, c'est là où on doit les entendre également. Ce n'est pas uniquement quand il y a des putschs, mais également dans ce genre de situation où vos concitoyens également sont menacés Une expression bien du fait connue, du racisme. que peut le bœuf on va poser la question. Que peut aujourd'hui l'Union africaine face à ce qui se passe Mais suspendre l'Union africaine peut beaucoup de voilà, choses. suspendre Allez-y. la Après, place de moi, la Tunisie. Déjà et ça, je reviens dessus. On a vu dans cette Afrique-là, depuis les années 2000, il y a eu des situations qu'on a traversées, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs, qui systématiquement appelaient à une rencontre extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'on a convoqué Manu Militari, même le président, pour statuer sur la situation. Mais attends, on est en train de Élysée, par parler- exemple, supposons, et là on l'a dénoncé, Je viens. ils vont se réunir en session extraordinaire, La première ils chose, vont suspend. produire un La communiqué, première chose- la ils vont première- produire un communiqué Non. pour condamner. Non, mais la première chose, on condamne, on suspend. On suspend la ça, Tunisie exactement. de toutes les instances. Oui. Déjà pour montrer d'un premier temps que ce qui est en train d'être fait là. Parce que ça va à c'est grave, l'encontre même c'est de la ça. charte de l'Union africaine qui consacre la libre circulation des personnes, qui consacre le traitement humain. Donc ils vont déjà à l'encontre. Donc le fait déjà même de violer la charte de l'Union africaine, c'est suffisant pour moi pour que déjà il soit suspendu Parce que de c'est- l'Union. c'est un Et empêchement suspendu de la libre de circulation. l'Union, ça veut dire déjà qu'on verrouille nos cas de collaboration avec. On verra si, isolé, la Tunisie pourra effectivement continuer à tenir tête ou à pratiquer ce qu'elle est en train de faire. Et je me dis que c'est des actions fortes qu'on doit pouvoir poser. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que sans nous en rendre compte, le laxisme affiché Exactement. devant cette situation pourrait être contagieux pour la suite. Parce qu'il y a des pays actuellement, là, non loin de la Tunisie, qui ont commencé aussi, où on sent ces signaux Exactement. qu'évoquait le directeur de la diaspora ici, disant que depuis le mois de septembre, on sentait que des choses venaient. Mais dans certains pays aujourd'hui, je peux vous dire ouvertement, avec les retours qu'on a, que ces signaux-là aussi sont en train de se mettre Je partage ouverts. totalement ton Très bien. avis. Il faut des signaux forts. Il faut Il des faut des sanctions signaux forts, fortes, il faut des parce que les signaux forts. populations ont l'impression qu'elles sont, Il faut. elles sont abandonnées, sont Livrées laissées à elles-mêmes. livrées à C'est elles-mêmes. ça, c'est Il n'y a ça. pas des décisions fermes qui sont prises, en fait, Très bien, finalement. on revient tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Isabelle Vogo. Il y a des choses qui se racontent ici. Élise Oh non. Kouloubou.
Et bien sûr, il y a avec moi Madame Bleu. Ah ben d'accord, c'est le feeling. Exactement. Très bien. Daouda, il fait comme ça, moi je fais comme ça, j'ai pris sa Je place. tiens quand même à souligner et à signaler que ce sont vos cheveux. Absolument, il faut toujours le rappeler, c'est très important, les gens ne savent pas. Je rends Ce ne sont pas Élysée des jaloux. mèches, ce sont mes cheveux. Ouais. Je rends Élysée jaloux. Non, tranquillise-toi, nous on est serein, imperturbable. Non, il n'est pas encore chauve là-bas. Sur le plateau du Grand Talk, nous a rejoint Madame Bessie Josiane. Bonsoir Madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ben, je ne sais plus quoi dire à propos du 8 mars. Bah oui, Qu'est-ce non, qu'on dit, Madame vas-y, Bleu? ouais, bonne journée, voilà. Bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme. C'est ce qu'elle a dit. Merci. Merci de nous accompagner également, Très bien. voilà, pour les droits des femmes en Côte d'Ivoire. Comment vous cette journée, comment vous la célébrez? Merci Élysée. Bien, sous l'initiative du ministère, on le sait tous, hein, et donc en tant que structure du ministère, Je rappelle que vous êtes directrice du programme national de lutte contre les VBG. oui, Voilà. oui, donc exactement. Donc depuis Violence le matin, basée sur le genre, j'explique depuis aussi. le matin, nous sommes avec les organisations pour partager un peu les défis justement liés aux droits de la femme en Côte d'Ivoire. Et quels sont les défis liés à ces droits? Il y en a énormément, hein, les défis liés à l'inclusion sociale dans tous les domaines, à la santé, à l'entrepreneuriat, au financement, voilà, et particulièrement en ce qui me concerne, les défis liés à la protection des femmes en lien avec les violences basées sur le genre. On a parlé de difficultés, en tout cas au niveau des commissariats. En tout cas, certaines femmes, certaines organisations d'ONG qui collaborent également, où il y a encore cette difficulté pour les agents de police de bien recevoir de façon, dans l'état psychologique dans lequel elles se trouvent, cette violence, cette victime de violence, de bien les recevoir, d'être sensibilisées malgré tous les programmes de formation dont ils bénéficient. Il y a encore des difficultés d'écoute et de réception des victimes. Est-ce que vous l'avez remarqué et comment vous continuez en fait à faire ce travail de sensibilisation dans ces postes de police? Ben, je peux dire déjà que c'est une attitude individuelle. Ce sont des attitudes individuelles personnelles, parce que pour la plupart, ils sont tous passés par l'école de police. Quand on parle des policiers, ils sont tous passés par l'école de police. Et là-bas, il y a des sessions de formation sur la prise en charge et l'accompagnement des survivants de VBG. Donc, logiquement, ils ne devraient pas se poser ce problème-là. Et donc, ça doit être des problèmes vraiment personnels qui amènent ces acteurs-là à se comporter ici. En plus de ce qui est fait à l'école de police, on a l'initiative de pouvoir renforcer leurs compétences à travers les plateformes que nous mettons en place. Et régulièrement, ces acteurs-là, ils sont formés. Donc, en principe, il ne devrait pas avoir de problème. Et nous, personnellement, bon, c'est assez rare quand même qu'on nous rapporte ce type d'informations. Voilà. Par rapport à un policier, les choses ont évolué. voilà, qui était un peu rude. Voilà, Non, un parce policier qui a été rude. Et Souvent, que je suis d'accord avec Mme Bessie, Bessie, vous dire que c'est juste des attitudes personnelles, parce que ce n'est pas forcément pour les victimes de violences et survivantes. Même moi... Des usagers de la route et autres. Non, voilà, c'est juste tombé sur un policier un jour à un poste. Après, j'ai regardé l'heure. Peut-être que c'est l'heure qui l'avait rendu aussi irritable. Je fais juste un renseignement. Où se font les cartes nationales d'identité? Le monsieur, il était super désagréable. Je me suis dit, bon, voilà, donc c'est son attitude. c'est ça. C'est ça. Ok, moi j'ai eu l'opportunité de suivre un colloque au cours duquel les participants disaient qu'il y avait eu de l'évolution en Côte d'Ivoire concernant la lutte contre les violences basées sur le genre. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de poser ma question parce qu'ils ne me l'ont pas permis, mais j'avais voulu savoir exactement qu'est-ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il y a une amélioration. Il y a vraiment amélioration. Voilà, où nous étions et où nous sommes arrivés aujourd'hui, pour qu'on puisse dire qu'il y a eu une amélioration. D'accord. Donc, il faudrait que les actions ont commencé bien avant 2010, hein, avec les différentes crises là. On avait un état des lieux qui n'était pas assez reluisant parce qu'en termes de fonctionnement même des structures, en termes même de compétences des acteurs, il y avait quand même un déficit. Ça, il faut le dire. Et donc, à partir de 2010, il y a un mécanisme qui a commencé à se mettre en place à travers les clusters et l'appui des partenaires extérieurs. On a mis en place des clusters
pour pouvoir accompagner la réponse à la violence basée sur le genre. Est-ce que c'est les clusters madame? Ce sont des groupes techniques voilà, qui aident à l'accompagnement, à la prise en charge des cas de violence basée sur le genre qui sont composés de plusieurs acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Très bien. Donc après ça, on est passé à l'élaboration d'un document cadre qui va nous permettre d'adresser la question. Donc qui nous a permis de définir les différents actes d'intervention du point de vue de la prévention, du point de vue de la justice et de la lutte contre l'impunité, du point de vue du désarmement, du point de vue de la prise en charge multisectorielle et du point de vue de la coordination. Donc, au niveau de ces différents actes, il y a eu des renforcements de compétences, de capacités des acteurs. Donc, les communautés ont été formées, les acteurs qui sont chargés de la prise en charge ont été formés du point de vue médical, psychosocial, juridique et judiciaire, ils ont été formés et ils ont permis également de disposer d'un document, d'un manuel de prise en charge des cas de VBG. Et donc, à la suite de ça, on a mis en place des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre au niveau local qui sont à proximité des survivantes qui permettent quand même d'apporter la réponse. Donc voilà un peu le dispositif. Avant, quand vous alliez dans un commissariat, comme vous parliez de commissariat tout à l'heure, quand vous allez dans un service de police, vous arrivez pour une survivante de VBG, généralement vous avez reçu au comptoir. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quand vous arrivez dans un commissariat, il y a un bureau qui est dédié à cet effet, il y a un point focal qui vous reçoit automatiquement et qui vous accompagne. Et au-delà de la prise en charge qui est faite au niveau des commissariats, il y a la possibilité d'une référence vers les structures de prise en charge, notamment les services sociaux qui font beaucoup de choses et qui sont proches de la communauté, qui accompagnent le survivant ou la survivante dans tous les types de réponses dont il a besoin pour sa résilience. Très bien. Avant Isabelle, pardonnez-moi, je vais juste faire une relance. Là, on a parlé de la prise en charge à partir du moment où la violence donc, est survenue. Et avant, en termes d'évolution, est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup moins, permettez-moi l'expression, beaucoup moins violents, tout simplement? Ben, pour répondre à cette question, il faut pouvoir faire une étude. Hein. Il faut pouvoir faire une étude. Sinon, chaque année, les cas qui sont pris en charge augmentent. On pourrait l'interpréter de plusieurs manières. On pourrait dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de violence, ou on pourrait dire que c'est parce que le mécanisme, le dispositif qui est mis en place permet dorénavant aux femmes de dénoncer, aux personnes de dénoncer les cas de violence. Donc, c'est seulement une étude qui pourra nous dire si exactement il y a plus de violence en Côte d'Ivoire ou pas. Mais le ministère, parce qu'on a l'impression qu'il y a des difficultés d'obtenir des chiffres sur les cas de VBG. Je pense que sur les féminicides, par exemple, parce que lorsque la violence est extrême, elle aboutit malheureusement à un féminicide. Et les derniers chiffres datent de 2020, et c'est une ONG ivoirienne qui a fourni ces chiffres. Donc 416 féminicides sur la seule ville d'Abidjan. Qu'est-ce qui est fait par le ministère pour pouvoir obtenir ces chiffres, en fait, sur les violences basées sur le genre? D'accord, merci. Par rapport aux chiffres, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de chiffres ou qu'on n'a pas accès. On a un système de données national sur les violences basées sur le genre et qui produit chaque année notre annuaire statistique. En ce moment même, ils sont en atelier pour la validation des données de 2022. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de chiffres. Il existe des chiffres. Malheureusement, le système qui est du GBV-AMS a un principe, c'est de pouvoir prendre en charge les survivants de VBG. Donc, ce système ne nous permet pas jusqu'à aujourd'hui d'intégrer les données en lien avec le féminicide, c'est-à-dire les personnes décédées. Donc, pour pouvoir prendre en charge des cas, il faut bien que cette personne soit vivante, qu'elle ait porté plainte ou que son tuteur ou sa tutrice légale ait porté plainte auprès d'une structure de base ou d'un service social pour qu'on puisse l'enregistrer dans le système. Donc, si c'est un décès qui a eu lieu avant, voilà, donc c'est un peu difficile. Mais quelle est la qualification du féminicide? Parce que si cette ONG a pu sortir des chiffres sur une période de 2 ans, en se basant forcément sur les critères, comment on qualifie le féminicide? Est-ce qu'il faut d'abord avoir une plainte qui est enregistrée et ensuite, lorsqu'une enquête est menée, pouvoir définir le fait? Comment on définit le féminicide? Déjà, le féminicide, c'est le décès d'une femme à la suite d'une violence. Le décès d'une femme, à cause du genre, à la suite d'une violence basée sur le genre. Et donc, ce décès peut arriver après qu'on ait... Bon, enfin, le décès arrive et à la suite, on constate le décès. Et donc, nous, on ne peut pas capitaliser ça dans la base de données.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, un peu difficilement. Il y a des services, Oui. non, je ne dis pas. La police, il y a eu décès, le monsieur s'est battu avec sa femme. Je prends un exemple. Elle est morte. Elle est morte sur le champ. Il s'est battu, ou bien elle l'a battu à la maison, elle est morte. Ils n'ont pas eu le temps, ou la femme, suite à la violence, n'a pas eu le temps d'aller dans un service pour se plaindre de violence. Donc, elle est décédée sur le champ. La constatation se fait par l'officier de police. Avec, Et donc, avec une enquête, parce que c'est avec une une enquête enquête, qui voilà, permet de déterminer. qui va dire qu'elle est décédée suite à Blessure. des coups et blessures. Oui. Mais ces données ne peuvent pas être capitalisées par nous parce qu'il y a eu décès avant. Il y a eu le décès. C'est ça. Donc, ces données ne peuvent pas être capitalisées dans le système actuel. Donc, nous sommes en train de travailler à la révision des indicateurs pour pouvoir intégrer ce genre de données. Voilà. Parce que ce que vous capitalisez, ce sont les survivants. Des survivantes, voilà. Alors, à vous entendre, moi, j'ai envie de vous féliciter, hein, toutes les initiatives, en tout cas, qui sont portées par le ministère. Mais moi, j'ai un cas pratique. C'est-à-dire que j'ai une amie qui vit en concubinage avec son homme, mais qui se fait battre au quotidien. Les amis sont intervenus, la famille est intervenue, personne n'arrive, en fait, à pouvoir résorber la situation. Elle porte plainte, elle retire sa plainte, elle porte plainte, elle retire sa plainte. Finalement, comment est-ce qu'on peut la protéger ? D'abord, il faut dire qu'elle est adulte. Donc, si ça avait été un enfant, la procédure serait différente. Donc, elle est adulte, elle a la raison, elle peut porter plainte, il lui appartient de porter plainte et d'accepter que la procédure aille jusqu'à son aboutissement. À partir du moment où elle décide de retirer sa plainte, on ne peut plus aller contre sa volonté. Il n'y a pas Ça, c'est un d'autosaisie. fait. Seulement, C'est ça, exactement seulement ça. ce que je voulais dire, c'est qui l'accompagne. C'est là qui fera la différence. Qui l'accompagne, qui l'aide à aller jusqu'au bout de sa procédure. Et donc, les services, les structures qui ont été formées à cet effet sont les structures de base qui peuvent l'accompagner. Parce qu'il faut qu'elle mesure les La gravité. conséquences liées à ce choix de ne pas porter plainte. Parce qu'après, elle peut décéder, elle peut mourir. Mais justement, Voilà. dans certains cas, madame, on savait par exemple que les voisins, notamment Élysée, avaient la possibilité d'appeler la police pour dénoncer un cas de violence. Si c'est fait, est-ce que la procédure peut être enclenchée sur dénonciation anonyme ou... Si, Est-ce qu'il y a la une autosaisie? procédure, non, l'autosaisie, non. Pour une personne adulte, non. La procédure sera que les officiers de police judiciaire vont se rendre sur les lieux, ils vont enregistrer les faits, ils vont demander à la dame si elle veut porter plainte. Si elle porte plainte, la procédure est enclenchée. Donc il faut que ça Donc, vienne. tant qu'elle oui. ne porte pas plainte, on ne peut rien faire pour On peut elle. rien faire. Alors que là, il y a un vrai cas de non-assistance à personne en danger. On exactement, l'assiste c'est puisque ça. c'est dénoncé. Oui. Il y a des personnes qui iront vers elle pour la persuader de porter plainte. C'est ça. Mais au dernier moment, elle retire sa plainte. Si elle retire sa plainte, On ne peut pas l'obliger. voilà, nous sommes limités à un moment donné. Non, moi j'entends parfaitement ce que vous dites. Ça veut dire que vous intervenez dans un cadre qui est régi par la loi. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Mais est-ce que vous ne pouvez pas soumettre cette situation à l'étude du législateur? Parce qu'aujourd'hui, on a une population qui est en majorité analphabète. Donc certaines même ne savent même pas qu'elles ont ce droit-là de porter plainte. Elles ne savent pas. Pas qu'elles ne veulent pas, mais elles ignorent en réalité. Parce qu'elles ne savent ni lire ni écrire. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité d'aller vers le législateur pour que cette loi-là soit retouchée, de sorte à ce qu'il y ait la possibilité de l'autosaisie? Mais Élysée, je vais plus loin. À côté de la question d'être analphabète ou pas, il y a aussi la question du poids de la société. C'est ça. Aujourd'hui, La culture. la culture. Poids Vous êtes une culturel. femme, vous appelez votre famille, mon mari me bat, on essaie de régler la situation à l'amiable, la famille, on essaie de le parler au foyer monsieur. brûle. Le foyer brûle. Après, on dit, bon, de toute façon, ça va évoluer, ça va continuer. Donc, je pense que cette proposition d'Élysée Bouloubou pourrait être envisagée. Je crois que vous travaillez déjà à cela. Oui, je pense que ça peut être envisagé et on va y penser. On va y penser pour que... Mais comme je voudrais le rappeler, c'est l'accompagnement qui amène la survivante à aller jusqu'au bout. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a la pression sociale. Et si elle n'est pas bien entourée par des personnes qui peuvent l'encadrer pour aller jusqu'au bout, elle est découragée. Et à un souvent, moment c'est pour ça donné. que c'est ça. Souvent, ces femmes aussi Elle est découragée. ne peuvent pas partir ou on parle de la pression de la société, mais souvent aussi, ces femmes ne peuvent pas partir parce qu'elles n'ont pas les moyens de se prendre en charge, elles dépendent de leur conjoint, de leur époux, de leur concubin. Et à un moment donné, cette dame, elle est coincée parce qu'elle ne sait pas où aller
pour se protéger des coups. Et c'est là, à ce sujet, est-ce qu'il y a et c'est là peut-être que vous dispositifs, intervenez des quand vous parlez de centres l'accompagnement. d'accueil, Mais il faut surtout bien comprendre quand madame parle d'accompagnement, pour qu'on puisse être tous d'accord sur Psychologique cette table, également. cette voie nous définir comment se fait cet accompagnement. Exactement. Voilà. Est-ce que c'est psychologique, on lui parle, on lui explique qu'elle peut se prendre en Les charge? Comment services ça se passe, sociaux, madame? est-ce qu'il y a des centres? Ou bien voilà les possibilités Voilà. de la mettre à l'abri. Quand je parle d'accompagnement, c'est tout ce package-là. L'accompagnement, c'est d'abord l'écoute. C'est de savoir l'état d'âme. C'est de l'aider à cette résilience psychologique. Parce que vraiment, quelquefois, ces femmes-là, l'estime de soi chez elles est Oui. totalement détruite. Oui. Et donc, ça joue dans la décision qu'elle va prendre. Donc, c'est vraiment l'aider à cette résilience. Et puis, du point de vue sécuritaire, c'est la mettre à l'abri. Ça, au moins, on peut le faire. Il y a un C'est une centre qui période, existe qui permet oui. aux femmes de pouvoir, Oui. sur une période déterminée, rester loin de leur... Il y a plusieurs centres qui nous accompagnent maintenant dans la prise en charge, l'accueil des survivants de VBG. Mais pour ce qui concerne le ministère de la Femme, pour le moment, nous avons 3 centres. Mais il y a énormément de centres, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, qui nous accompagnent pour aider ces femmes, ne serait-ce que les sortir, pour les mettre en sécurité, le temps de régler le problème, quand ça doit être réglé, ou bien de trouver des alternatives pour elles. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer en termes de statistiques ou en termes de proportion le nombre de femmes prises en charge dans ce cadre? C'est-à-dire des femmes qui souffrent de violences basées sur le genre, qui sont venues vers vous et qui aujourd'hui sont dans les centres, sont prises en charge par l'État du Côte d'Ivoire? C'est en moyenne une centaine de cas Par an. par an. Une centaine de cas pour tous les Parce qu'en même temps, elle passe juste un temps Un dans les séjour, centres. une un séjour. semaine, Oui. 2 semaines maximum. Et qu'est-ce qui se passe puis- après? Elle retourne dans leur foyer? Non, pas forcément. Il y en a qui retournent Un En abri. famille, en famille, il y en a qui retournent dans leur foyer, il y en a qui se font affecter ailleurs, dans d'autres localités, voilà, pour être plus en sécurité. Et qu'en est-il du cas des hommes, Des bourreaux. enfin, des bourreaux? Lorsque la femme porte plainte et que la procédure judiciaire aboutit, quelles sont les sanctions dans le cas de violences domestiques? Les sanctions, il peut y avoir l'éloignement, l'interdiction de se rapprocher du domicile de son ex-épouse ou de son époux. Il y a la séparation du corps. Il y a tout un tas de conditions qui sont imposées par le juge, voilà, des affaires matrimoniales, en attendant qu'il y ait le divorce. Donc, il y a le paiement de pensions alimentaires, ainsi de suite pour les enfants et pour la femme, en attendant quand c'est le monsieur qui est en tort. Moi, j'ai une question qui me taraude parce que j'ai été face à plusieurs situations où des personnes qui sont dans cette situation, des dames qui ont eu des enfants avec des personnes, qui décident du jour au lendemain de ne plus vivre avec ces dames, de ne plus s'occuper de ces enfants, qui les mettent carrément en dehors. Est-ce que ça, ce n'est pas une situation de violence basée sur le genre? C'est également une situation de violence. Quel recours ces dames-là ont? Ces dames, si elles sont mariées, elles vont voir le juge des affaires matrimoniales. Si elles ne sont pas mariées, elles vont voir le juge des enfants. Ok. Et il va appliquer la procédure qui doit être appliquée pour que ce monsieur puisse prendre en charge ces enfants-là. Et donc, c'est passible de peine également, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est passible de peine. Et de Pour combien les de... De 1 an Ok. et une amende d'environ 360 000. Et dans le cas de féminicide, est-ce que déjà, Le dans la féminicide, loi, c'est un meurtre. c'est un meurtre. Et un meurtre. quelle est C'est un la crime. peine maximale Voilà. dans le cas de féminicide? C'est un meurtre, donc on Oui. va jusqu'à 20 ans. Voilà, 20 le pénal ans. prévoit jusqu'à 20 ans. Voilà. Le pénal. Quelquefois, tu peux aller à la prison à vie. Prison On dit à qu'en vie. Côte d'Ivoire, la prison à vie, ça existe. Exactement. Très bien. J'ai une question là qu'il faut. De toute façon, Moi chacun a un aussi, cas j'ai- pratique. Oui. Allez-y pour votre cas Moi, pratique. c'est mon dernier cas. Allez-y. Ah, il y a beaucoup de cas pratiques. Il n'y avait pas qu'elle. On a vu Élisée tout à l'heure. Quand elle a la réponse, elle a dit merci. Il sait à quoi s'en tenir Un maintenant. professeur qui bat son étudiante. Violence basée sur le genre ou pas? Bien sûr, c'est une violence basée sur le genre parce qu'il y a une relation d'autorité qui s'applique entre l'étudiante et... Et donc la chicotte à l'école, violence basée sur le genre ou pas? Oui, bien sûr, c'est une D'accord, violence ok. basée sur Donc, le genre. Normalement, ça doit être... C'est une violence basée peine, sur le genre. ok. C'est réprimé, tous ces actes-là. Toutes les violences basées sur le genre, en tout cas, sont réprimées. Voilà. Alors, Mais- moi, j'ai un voisin qui rentre souvent à 23h, à minuit. Et tous les jours, on entend sa femme en train de lui balancer tout ce qu'elle a, pilon. Vraiment, on a l'impression qu'il souffre. C'est une violence basée sur le genre? C'est une Un violence homme, basée hein? sur le Non, genre. précision, c'est un homme. Oui, hein? oui, bien sûr. Non, c'est peut-être de le VBG. préciser. Oui, c'est important. C'est une violence basée sur le genre. C'est pour ça qu'on dit violence basée sur le genre. Parce que autant
les femmes sont victimes de violences basées sur les genres, autant les hommes aussi le sont. Donc la procédure est la même. C'est-à-dire qu'on peut mettre un homme à l'abri. C'est-à-dire La tellement il est procédure martyrisé, on est- peut... est Il la faut qu'il fasse la même. demande pour être mis à La l'abri. procédure est la même. C'est ça. Je vous raconte une petite anecdote. Et peut-être que, comme on le dit, on parle des questions de stéréotypes. Mais les hommes aussi souvent sont victimes de certains stéréotypes. Mais oui. Un homme qui est venu Oh là là. Mais c'est vrai. d'une ça- région du Nord, simplement pour venir se plaindre de violence à Abidjan. Parce qu'il ne pouvait pas se rendre dans un service social de la localité pour se plaindre de violence de son époux. Il avait peur des préjugés. Voilà, il avait peur des préjugés. Donc, il s'est rendu à Abidjan. Et c'est à partir d'Abidjan qu'on a essayé de résoudre le problème. En fait, Juste les hommes se curiosité, c'était plaignent moins. quelle termine. localité? C'est ça. C'est quelle localité? Du Nord, faut rester- Nord. Du Ouais, Nord. mais je voulais Du dans Nord. le Du vif, Nord. dans le droit Les de hommes- le Les hommes même qui souffrent du Les hommes encore. ont plus de difficultés à parler de violences qu'ils subissent. Oui. Mais il ne faudrait pas. Pourtant, il ils faudrait que souffrent. vous puissiez Oui. parler entre vous et soumettre Mais en fait, on parle Bon. beaucoup de genre, mais le genre, c'est quoi? Au-delà de la femme et de l'homme, je suppose qu'il y a des personnes en situation de handicap. Enfin, Bon, les questions de personnes, ce sont des personnes, c'est pas ce que sont ça. des spécificités, des vulnérabilités. Sinon, en Côte d'Ivoire, quand on parle de genre, c'est la différence sociale entre l'homme et la femme dans nos différentes communautés. Au risque de me répéter, c'est ça. Très bien. Madame Josiane Bessi, merci beaucoup. Vous Je vous en êtes prie. directrice du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Merci d'avoir été en notre compagnie. C'est moi qui vous On en sait un remercie. peu plus. Et je peux vous assurer que mon voisin me charge de vous remercier parce qu'il sait aujourd'hui quelle procédure adopter. Merci Élisée. Merci en tout cas. Je pense que j'ai posé la question que beaucoup de dames attendaient. Vous avez le droit avec vous. Voilà. S'il ne veut pas payer, allez voir le juge des enfants ou bien le Les juge. affaires matrimoniales. Voilà, des affaires matrimoniales. Vous pouvez suivre cette procédure-là. C'est signé Élisée Boulot. Bonjour, merci Madame Bleu. On en sait un peu plus sur le féminicide. Est-ce que vous avez tenu le C'est mot? important, c'est important. Il y a beaucoup de vies qui sont arrachées malheureusement Ouais. et de femmes qui perdent la vie sous les coups de leur Très bien. conjoint. c'est ça. Merci Isabelle. C'est déjà fini? Oui, mais on sera là demain. Vous mettez en deux autres cas pratiques. J'ai plusieurs cas pratiques. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. À demain.